Il y a une pièce. La porte n'a pas de verrou. Tu es assis là à lire sans regarder vers elle. Et c'est précisément parce que tu as cessé d'attendre qu'il entre. Pose-toi cette question avant d'aller plus loin. Pourquoi l'absence de tension dérange-t-elle davantage que la tension elle-même? Pas parce que l'autre tient à toi plus qu'il ne le montrait, mais parce que ta réactivité était sa boussole. Et une boussole qui cesse de pointer dans n'importe quelle direction est plus déstabilisante qu'une boussole qui pointe dans la mauvaise direction. Au moins la mauvaise direction est une direction. Elle permet de se situer, elle donne une carte. Ton silence sans agenda ne donne aucune carte. Observe ce qui se passe alors. Pas avec satisfaction, avec la neutralité de quelqu'un qui regarde un système révéler ses propres mécanismes sans intervention extérieure. Il existe un silence qui attend encore, qui compte les espaces entre les mots, qui vit à l'intérieur de la dynamique comme si elle allait se corriger d'elle-même. Ce silence est encore dans le cycle, invisible mais présent, encore orienté vers l'autre comme une antenne qui cherche un signal. Et il existe un autre silence, qui est parti avant tout adieu formel. Ce second silence ne s'annonce pas, il n'exige pas d'être reconnu, il n'envoie pas de signaux inverses pour prouver qu'il existe. Il occupe simplement un espace différent, plus profond, plus stable, imperméable aux provocations indirectes que l'autre commence à émettre sans même réaliser qu'il les émet. Posons-nous une question que peu osent formuler vraiment. Que cherche réellement cette personne lorsqu'elle sent que l'accès émotionnel qu'elle avait sur toi commence à se fermer? Une reconnexion authentique? Rarement. Elle cherche une mise à jour de son propre pouvoir. Elle cherche la confirmation que la carte qu'elle a construite de toi, tes réactions, tes seuils, tes façons de revenir après chaque retrait, est encore valide. Que rien de fondamental n'a changé dans ce qu'elle peut obtenir de toi, sans se mettre en danger elle-même. C'est là que le prédateur social sans conflit disponible révèle sa nature réelle. Il ne sait pas rester immobile face au vide. Le vide n'est pas une abstraction pour lui, c'est une menace concrète à son système d'orientation. Alors, il crée du mouvement, là où il n'en existe pas. Il interprète ton calme comme une stratégie parce que l'idée que tu es simplement avancé, sans calcul, sans plan, sans attente de sa réaction, est trop déstabilisante pour être acceptée telle qu'elle. Celui qui agit par peur ne croit pas que l'autre agit par paix. Il projette. Il voit du calcul là où il y a du détachement. Il voit de la manipulation là où il y a de la clarté. Il construit une explication qui lui permet de rester au centre de ta décision, même si ta décision n'a plus rien à voir avec lui. Et cette projection est la première fracture dans l'illusion de contrôle qu'il avait construite autour de toi. Le silence n'est pas un vide, c'est une donnée. Le type de donnée qui révèle ce que les conversations les plus longues n'auraient jamais pu exposer. Parce que les conversations donnent à l'autre la possibilité de se narrer, de se justifier, de produire une version d'eux-mêmes plus acceptable que la réalité. Le silence, lui, ne donne rien à narrer. Il laisse les comportements parler seuls. Et les comportements, observés sans l'interférence de tes réactions, disent toujours une vérité plus nette que n'importe quel mot choisi dans un moment de pression. C'est précisément pour cette raison que certaines personnes redoutent le silence plus que le conflit. Le conflit peut être géré, orienté, instrumentalisé. Le silence d'un autre qui n'attend plus rien de toi, ça ne se négocie pas. Ça s'accepte ou ça consume. La porte de la pièce est toujours ouverte. Tu continues à lire, sans regarder, sans attendre, sans avoir besoin que quelqu'un franchisse le seuil pour que ta journée ait un sens. Et c'est précisément cette qualité, cette absence totale de besoin, qui change tout ce qui va suivre. Le problème n'a jamais été ta douleur. Le problème commence quand ta douleur disparaît. Pose-toi cette question avec précision. Pourquoi quelqu'un qui affirmait ne pas avoir besoin de toi devient-il soudainement attentif au moment où tu cesses de réagir? Pas au moment où tu pars, au moment où tu te tais sans douleur visible, sans tension résiduelle, sans ce fil invisible de l'attente qui reliait encore tes silences précédents à une espérance cachée. C'est ce fil-là qui vient de se couper. Avant, tu réagissais. Pas nécessairement avec des mots, parfois avec une présence, une énergie, une façon d'occuper l'espace qui signalait que tu étais encore dans la dynamique. Tu absorbais les distances qu'il créait. Tu revenais après chaque retrait avec une forme d'énergie, épuisé parfois, blessé souvent,
mais une énergie qui confirmait que tu étais encore prenable, encore disponible pour le cycle. Cette énergie était sa boussole. Elle lui disait où il en était. Maintenant, il y a du calme. Et ce calme produit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, une désorientation silencieuse qui ne ressemble à rien de ce qu'il a l'habitude de gérer. Posons-nous la question que peu formule clairement. Que fait réellement le prédateur social quand il perd sa source de tension habituelle? Il ne s'effondre pas, il ne reconnaît pas immédiatement ce qu'il a perdu. Il observe, avec une attention qu'il n'avait pas quand tu étais pleinement disponible. Il analyse ta stabilité comme une anomalie, parce que dans sa logique construite sur le contrôle, personne ne devient serein sans raison cachée. Il cherche la fissure. Il attend que tu craques. Mais la fissure ne vient pas de l'extérieur. Elle s'est refermée de l'intérieur, et c'est exactement ce qu'il ne sait pas lire. Observe ce mécanisme avec la précision d'un analyste qui regarde un système perdre ses repères sans intervention extérieure. Le prédateur social ne redoute pas le conflit. Il s'y nourrit. Le conflit lui donne une position, un rôle, une raison d'exister dans la dynamique. Ce qu'il ne supporte pas, ce que son mécanisme de sauvegarde n'a aucun protocole pour absorber, c'est l'imprévisibilité émotionnelle de quelqu'un qui n'a plus besoin de lui pour se définir. Tant que tu souffrais visiblement, il savait où il était. Ta souffrance était une confirmation, paradoxalement rassurante pour quelqu'un qui opère par peur de l'insignifiance. Elle prouvait qu'il comptait, pas de façon bienveillante, mais de façon fonctionnelle. Il existait dans le reflet de ta réactivité. Ta paix ne le reflète plus. Et cette absence de reflet le déplace sans qu'il puisse nommer pourquoi. Il va commencer à créer des occasions indirectes, des contextes où votre présence commune semble naturelle, presque accidentelle. Il va parler de toi à des personnes qu'il sait connectées à toi. Il va émettre des signaux trop vagues pour être confrontés, mais trop précis pour être attribués au hasard. Ce n'est pas du regret, pas encore. C'est de la reconnaissance de perte, ce qui est structurellement différent. Le regret implique une conscience de la faute. La reconnaissance de perte n'implique que la conscience du vide, un vide dont il ne comprend pas encore l'origine exacte, mais dont il ressent le poids dans la texture de ses journées. Et cette texture change sans qu'il puisse l'expliquer à quiconque. Parce qu'il ne peut pas se plaindre que tu vas bien. Il ne peut pas formuler ce qu'il ressent sans révéler ce qu'il espérait. Il doit garder ça à l'intérieur, et à l'intérieur, ça travaille d'une façon que rien d'extérieur ne peut interrompre. C'est le silence qui fait ce travail, pas comme stratégie, comme conséquence naturelle de quelqu'un qui a cessé de placer sa stabilité dans des mains qui n'en prenaient pas soin. Il vient juste de le comprendre. Trop tard pour que ça change quelque chose à ce que tu es devenu. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu reconnais ce schéma. Tu sais comment ça fonctionne en théorie. Mais au moment précis où le signal arrive, le message vague, la présence silencieuse, le geste calculé, tu réagis encore. Pas parce que tu es faible, parce que tu n'as pas de structure pour ce moment-là. Il existe un e-book digital qui cartographie exactement ces moments et qui te donne une méthode concrète pour ne pas y rentrer. Il est dans le commentaire fixé. Il y a quelque chose que le silence fait, que les mots ne feront jamais. Il oblige l'autre à se regarder, pas dans le miroir qu'il choisit, pas dans le reflet qu'il construit pour les autres, dans le miroir que ton absence crée, celui qui montre ce qui reste quand ton énergie ne remplit plus les espaces vides qu'il ne voulait pas habiter seul. Pose-toi cette question avant d'analyser ce qui suit. Pourquoi les distractions cessent-elles de fonctionner au même rythme qu'avant? Pourquoi les nouvelles connexions qu'il construit ne produisent-elles pas la même qualité d'écho? Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de structure. Chaque dynamique relationnelle crée ses propres codes, ses propres fréquences, ses propres zones de tolérance. Et lui, sans le réaliser, avait appris à naviguer dans tes réponses. Il connaissait le rythme de ta réactivité. Il savait jusqu'où il pouvait aller sans que tu partes vraiment. Avec quelqu'un de nouveau, il doit tout recalibrer. Et pendant cette recalibration, la comparaison s'installe. Pas une comparaison consciente, une comparaison structurelle. Son système interne qui mesure la résistance, la texture, la profondeur de la nouvelle connexion et qui trouve quelque chose de différent. Ce différent crée une référence involontaire à ce qui existait avant. Et cette référence, il ne peut ni la formuler ni la faire taire. C'est là que ton silence fait son travail le plus profond. Tant que tu étais présent, réactif, disponible,
Prévisible dans ta façon de répondre à ses mouvements, il n'avait pas besoin de se confronter à lui-même. Ta présence remplissait les silences intérieurs qu'il évitait d'habiter. Ta réactivité lui offrait un flux constant de confirmation, de tension, de dynamique. Il existait dans la relation comme quelqu'un qui existe dans un miroir déformant, plus grand, plus central, plus important qu'il ne l'est réellement. Ton silence a retiré le miroir déformant. Il reste face au miroir réel. Ce qui apparaît d'abord, c'est le vide. Pas de façon dramatique, de façon sourde. Un inconfort sans nom qui s'installe dans les moments où il devrait se sentir bien. Une légère instabilité dans des situations qui lui semblaient solides. Une pensée qui revient sans invitation. Pas nécessairement toi, mais ce que ta présence représentait dans l'architecture invisible de ces journées. Posons-nous la question que peu osent de formuler. Que cherche-t-il réellement quand il tente de combler ce vide avec de nouvelles connexions? Une substitution authentique? Non. Il cherche la reproduction d'une dynamique familière, celle où il occupe le centre, où l'autre absorbe ses distances, où l'attention est disponible à la demande sans qu'il ait à se mettre en danger. Il ne cherche pas quelqu'un de nouveau. Il cherche le même schéma avec un visage différent. Et le schéma ne se reproduit pas à l'identique, parce que chaque personne a ses propres codes, et lui doit recommencer le travail de cartographie depuis le début. C'est épuisant d'une façon qu'il ne confessera jamais. Observe ce que le silence révèle alors, non pas comme punition, mais comme information brute. Il révèle la superficialité des connexions construites comme substitut. Il révèle les schémas qu'il répète sans les voir, la façon dont il entre dans les dynamiques, en extrait ce dont il a besoin, crée de la distance dès que quelque chose devient trop réel. Il révèle l'espace qu'il occupe réellement dans la vie des autres, pas l'espace qu'il imagine occuper. Et il commence à mesurer peut-être pour la première fois l'espace que tu occupais réellement dans la sienne. Pas avec de la gratitude, avec de l'inconfort. Parce que la reconnaissance de ce qu'on a perdu passe presque toujours par l'inconfort avant d'atteindre la clarté. Et certaines personnes restent dans l'inconfort sans jamais atteindre la clarté, parce que la clarté demanderait une honnêteté avec soi-même qu'elles ne sont pas encore prêtes à assumer. Mais ça, c'est leur chemin, pas le tien. La pièce existe toujours, mais tu as changé ce que tu y lis. C'est ici que la plupart des gens perdent ce qu'ils ont construit. Pas à cause d'une faiblesse évidente, à cause d'un signal subtil auquel ils n'étaient pas préparés. Un signal conçu, pas toujours consciemment, pour mesurer si tu es encore accessible, si la porte que tu sembles avoir fermée est vraiment fermée, ou simplement entr'ouverte, en attente d'une pression au bon endroit. Posons-nous la question que peu osent formuler. Que cherche réellement cette personne lorsqu'elle envoie ce signal à faible coût? Une réconciliation? Non. Elle cherche une mise à jour de son propre pouvoir. Elle cherche la confirmation que la carte qu'elle a construite de toi, tes réactions, tes seuils, ta façon de revenir après chaque retrait, est encore valide, que rien de fondamental n'a changé dans ce qu'elle peut obtenir de toi sans se mettre en danger elle-même. Observe ce mécanisme avec précision. Quand le prédateur social commence à sentir qu'il perd l'accès émotionnel, il ne se dirige pas vers toi de façon directe. La directivité supposerait une vulnérabilité. Et la vulnérabilité est exactement ce que son mécanisme de sauvegarde a passé des années à éviter. Il utilise donc l'indirection comme outil de sondage. Les signaux arrivent dans un ordre qui n'est pas aléatoire. D'abord les gestes à faible coût, une présence silencieuse là où tu publies quelque chose, une réaction minime, juste assez pour être vue, pas assez pour être confrontée, un message vague qui pourrait s'adresser à n'importe qui mais qui, dans le contexte de votre histoire, ne s'adresse qu'à toi. Ces gestes ne demandent rien ouvertement. Ils testent simplement la perméabilité de ton silence. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu réagis? Est-ce que quelque chose en toi se réveille? C'est ici qu'intervient une idée ancienne, formulée bien avant notre époque, mais d'une précision redoutable pour décrire ce moment exact. L'idée que l'esprit discipliné ne refuse pas de percevoir le signal. Il refuse de lui accorder une interprétation. Le signal arrive, l'esprit l'enregistre, et puis l'esprit passe à autre chose, sans construire autour de ce signal une architecture d'espoir ou de signification que le signal lui-même ne justifie pas. Ce refus n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité structurelle, parce que le signal à faible coût n'est pas une ouverture, c'est un test de perméabilité.
Et y répondre, même de façon invisible, même dans le seul espace de tes propres pensées, c'est déjà rentrer dans le cycle. Mentalement d'abord, émotionnellement ensuite, c'est suffisant pour lui. L'entrée mentale précède toujours l'entrée réelle. Observe ce que font les personnes qui n'ont pas encore consolidé leur citadelle intérieure. Elles ne répondent pas nécessairement de façon visible, mais elles s'autorisent à interpréter, à chercher une signification derrière le geste minime. Et dans cette interprétation, elles rentrent dans le cycle, sans que l'autre ait eu besoin de faire quoi que ce soit de concret. C'est la mécanique la plus efficace du contrôle indirect. Elle ne demande presque rien à celui qui l'exerce. Elle demande tout à celui qui l'a subi sans en reconnaître la nature. Celui qui agit par peur ne cherche pas une connexion authentique dans cette phase. Il cherche une confirmation de contrôle. Il a besoin de savoir que la dynamique qu'il a construite est encore intacte, pas pour s'en rapprocher, pour savoir qu'il peut s'en approcher s'il le décide un jour. Une possession sans présence, un contrôle sans engagement. Et la seule réponse qui brise ce schéma, définitivement, structurellement, c'est l'absence de réaction. Pas une absence jouée, pas un silence théâtral, une absence réelle, née du fait que tu es véritablement ailleurs, que ton attention est occupée par autre chose, par toi. Parce que tu construis sans lui dans l'équation. Il va intensifier les signaux. C'est prévisible. Un test sans réponse génère un second test, légèrement plus visible. Chaque escalade est une fracture supplémentaire dans sa certitude qu'il te contrôle encore. Observe cette escalade sans y participer. Comme quelqu'un qui regarde la pluie derrière une vitre. Tu vois le mouvement, tu en enregistres la nature, mais tu ne te mouilles pas. La citadelle intérieure ne se construit pas contre quelqu'un. Elle se construit pour quelque chose. Et ce quelque chose, cette paix que tu commences à reconnaître comme tienne, ne s'échange pas contre un signal vague envoyé par quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le courage d'être direct. Ce n'est pas ton silence qui détruit l'illusion. C'est ta paix sans lui. Posons-nous cette question avec précision. Quelle est la différence entre quelqu'un qui se tait par stratégie et quelqu'un qui se tait parce qu'il n'a plus rien à prouver? La différence n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne s'entend pas, elle ne se déclare pas, mais elle se ressent, avec une acuité que même les personnes les moins attentives finissent par percevoir dans la texture de tes présences et de tes absences. Le silence stratégique attend encore. Il espère encore. Il reste dans l'orbite, juste avec moins de bruit. Ta paix, elle, n'attend rien. Observe ce que ce constat produit chez celui qui a construit son identité sur l'idée d'être indispensable dans ton espace émotionnel. Il y a une structure invisible que certaines personnes bâtissent dans les dynamiques relationnelles. Une architecture souterraine, jamais déclarée, mais profondément fonctionnelle. Cette structure repose sur une conviction centrale, que l'autre a besoin d'eux d'une façon particulière, que leur présence, même irrégulière, même distante, même douloureuse, est irremplaçable, que sans eux, l'autre sera dans un état d'incomplétude perceptible. Tant que tu souffrais, cette conviction était nourrie, pas parce que tu le voulais, parce que la souffrance visible est la preuve que l'autre compte. Et pour quelqu'un qui opère par peur de l'insignifiance, ta souffrance était paradoxalement rassurante. Elle confirmait qu'il existait dans ta vie d'une façon qui laissait des traces, qu'il occupait un espace réel, même si cet espace était douloureux. Ta paix détruit cette conviction à la racine. Elle ne la détruit pas par confrontation. Elle ne présente pas d'argument. Elle n'exige pas d'être reconnue. Elle existe simplement dans la façon dont tu occupes l'espace, dans la façon dont tu parles de ta vie, dans l'absence totale de ce vide qu'il s'attendait à voir encore ouvert en toi. Et cette existence tranquille est insupportable d'une façon qu'il ne peut partager avec personne. Parce qu'il ne peut pas se plaindre que tu vas bien. Il ne peut pas formuler sa perte sans révéler ce qu'il espérait. Il ne peut pas exprimer son inconfort sans admettre qu'il comptait sur ton incomplétude pour maintenir sa propre certitude d'importance. Alors il garde ça à l'intérieur, et à l'intérieur ça travaille. Posons-nous la question que peu osent formuler jusqu'au bout. Que se passe-t-il réellement quand l'orgueil entre en collision avec la perte? Quand le contrôle entre en collision avec une réalité qui ne correspond à aucun des scénarios préparés? L'orgueil dit qu'il n'a besoin de rien, que ta paix ne le concerne pas. La perte dit autre chose, en silence, en creux, dans les moments où il n'a pas d'autres distractions disponibles. Et ce dialogue intérieur,
celui qu'il mène seul sans pouvoir le nommer à quiconque, est le travail le plus honnête que ton silence ait jamais produit, sans que tu aies eu besoin d'y participer. Ce qui brise des identités entières, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas les mots durs échangés dans un moment de crise. C'est la diminution silencieuse et progressive de l'espace qu'il occupait dans ton architecture intérieure. Il peut survivre à ta colère. La colère confirme qu'il est encore central. Il peut survivre à ta tristesse. La tristesse confirme qu'il compte. Ce qu'il ne peut pas absorber facilement, c'est ton indifférence tranquille. Pas une indifférence agressive, une indifférence naturelle, née du fait que ta vie a continué de se construire sans attendre sa participation. Rien ne désorganise davantage quelqu'un qui opère par peur que de réaliser qu'il n'est plus le centre émotionnel de ton espace intérieur. Voilà le problème réel. Tu comprends ce que cette personne fait. Tu vois le mécanisme. Et pourtant, la prochaine fois qu'elle envoie un signal à faible coût, tu vas l'interpréter. Tu vas chercher une signification. Tu vas rentrer dans le cycle, mentalement d'abord, émotionnellement ensuite. Comprendre ne suffit pas à stopper la réaction. Ce qu'il te manque, c'est une structure applicable dans le moment exact où le signal arrive. C'est précisément ce que cet e-book digital construit, étape par étape. Il est dans le commentaire fixé. Il est actuellement à moins 37%, offre limitée. Et cette désorganisation, il doit la vivre seul, sans pouvoir te la reprocher, sans pouvoir la nommer clairement, sans pouvoir en faire quelque chose de visible, parce que tu n'as rien fait. Tu as simplement cessé d'être en attente. Ta paix n'est pas une réponse à ce qu'il a fait, elle est la preuve de ce que tu es devenu. Et c'est là, dans cette distinction précise, silencieuse, sans public, que l'illusion se dissout. Pas la sienne seulement, la tienne aussi. Le vrai protagoniste n'a jamais été l'autre, c'était toi. Et cette transformation, celle qui s'est produite pendant que tu te taisais, personne ne l'a vue arriver, pas même toi au début. Elle ne ressemble pas à ce qu'on imagine quand on pense à une transformation. Il n'y a pas eu de moment décisif, pas de révélation soudaine, pas de matin où tu t'es réveillé différent et conscient de l'être. Il y a eu une accumulation, lente, presque imperceptible, comme une eau qui change de température sans qu'on puisse identifier l'instant précis où le froid est devenu tiède. Pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce qui a réellement changé en toi pendant que l'autre tentait de comprendre ton absence? Pas ce que tu as perdu, ce que tu as appris à ne plus chercher à l'extérieur de toi-même. Tu as appris à rester dans le silence sans le remplir d'anxiété. C'est une compétence que la plupart des gens ne développent jamais. Non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle exige de traverser un inconfort que l'instinct pousse à fuir. Le silence intérieur fait remonter ce qu'on évitait. Et traverser cela sans se disperser, sans chercher une distraction immédiate, sans retourner vers une dynamique qui te consommait simplement pour ne pas rester seul avec toi-même. C'est une forme de discipline que peu de choses dans la vie ordinaire nous apprennent. Tu l'as traversée, et de l'autre côté, il y avait quelque chose que tu n'attendais pas. Pas la paix comme concept abstrait, la paix comme expérience concrète, quotidienne, la sensation de ne plus vivre en fonction d'une réponse qui n'arrivait pas, de ne plus construire tes journées autour d'une absence qui prenait plus de place que n'importe quelle présence. C'est là que la dignité revient, pas annoncée, pas revendiquée, simplement présente. La dignité n'est pas quelque chose qu'on déclare, c'est quelque chose qu'on récupère en silence, dans les décisions invisibles que personne ne voit. Le moment où tu choisis de ne pas envoyer ce message, de ne pas interpréter ce signal vague comme une invitation à rentrer dans quelque chose qui t'a déjà coûté plus que ce qu'il t'a donné. Chacune de ces décisions invisibles reconstruit quelque chose d'essentiel. La citadelle intérieure n'est pas un mur construit contre le monde. C'est un espace intérieur consolidé. Un endroit en toi où les mouvements de l'autre n'ont plus le pouvoir de redéfinir ton équilibre. Un endroit où tu existes indépendamment de la validation externe. Où ta valeur ne dépend pas d'être choisie par quelqu'un qui n'a pas encore appris à choisir avec honnêteté. Cette consolidation ne s'affiche pas. Elle se ressent dans la façon dont tu te déplaces, dans la façon dont tu parles, dans la qualité d'attention que tu portes aux choses qui méritent vraiment d'être habitées. Tu parles différemment. Pas parce que tu choisis tes mots avec plus de calcul, mais parce que tu n'as plus besoin de convaincre. Tu écoutes différemment.
Pas parce que tu es devenu plus patient, mais parce que tu n'écoutes plus avec l'oreille de quelqu'un qui attend une permission. Tu occupes l'espace différemment, avec une gravité tranquille qui n'a rien à prouver. Les personnes autour de toi le sentent avant de pouvoir le nommer. Et toi, tu commences à comprendre que le silence n'était pas une absence. C'était une école, sans programme affiché, sans enseignant visible, sans diplôme à la fin, mais une école réelle qui t'a appris la chose la plus difficile à intégrer dans une dynamique émotionnelle déséquilibrée. Que tu n'as pas besoin d'être choisi pour avoir de la valeur, que ta présence n'a pas besoin d'être validée pour être réelle, que ton équilibre n'a pas besoin de la participation de l'autre pour tenir, et que le jour où tu cesses de placer ta stabilité dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, ce jour-là, quelque chose de fondamental se déplace en toi, définitivement, sans retour possible vers ce que tu étais avant. Ton silence a cessé d'être une réaction. Il est devenu une identité. La fin réelle n'arrive pas quand quelqu'un part. Elle arrive quand tu cesses de poursuivre ce qui détruisait ta paix. Pose-toi cette question une seule fois, honnêtement. Combien de fois as-tu cru être sorti du cycle, alors que tu l'habitais encore dans ta propre tête, physiquement absent, mentalement encore là, encore en train d'organiser tes pensées autour de ce qu'il a fait ou n'a pas fait, encore en train de mesurer ta valeur à l'aune de ce qu'il t'a refusé, encore en train d'attendre, sans l'admettre, que quelque chose change dans une direction qui n'a montré aucun signe de changer. C'est ça, le cycle. Pas une suite d'événements visibles. Un schéma intérieur qui se répète. Et sortir du cycle ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à un matin ordinaire où tu réalises que tu n'as pas pensé à lui en premier, où l'espace qu'il occupait dans tes pensées au réveil est maintenant occupé par quelque chose d'autre. Un projet, une sensation physique, une intention pour la journée qui n'a plus rien à voir avec lui. Ce n'est pas dramatique. C'est presque décevant dans sa simplicité. Mais c'est réel. Et c'est irréversible. Observe ce que cette sortie produit, non pas sur lui mais sur toi. Tu arrêtes de construire des scénarios, ces constructions mentales dans lesquelles tu imaginais des conversations qui n'auraient jamais lieu, des reconnaissances qui n'arriveraient jamais de la façon dont tu les espérais, des moments de clarté que tu attendais de lui, comme si sa lucidité était une condition à ta propre libération. Ces scénarios consommaient une énergie que tu ne mesurais plus, tellement elle était devenue habituelle. Quand ils s'arrêtent, tu récupères quelque chose d'immense, pas du temps, de la présence, la capacité d'être là où tu es réellement, dans la conversation devant toi, dans le silence que tu choisis, dans la décision que tu prends sans calculer ce qu'il en penserait. Cette présence retrouvée est discrète. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change la qualité de chaque chose que tu touches. Posons-nous la question que peu osent formuler jusqu'au bout. Qu'est-ce que la maturité silencieuse produit réellement? Pas sur l'autre, mais sur la façon dont tu traverses le monde désormais. Elle ne ressemble pas à la froideur. Elle ne ressemble pas à l'indifférence construite pour protéger. Elle ne ressemble pas non plus à la sagesse performée de quelqu'un qui a décidé de se montrer au-dessus de la situation. Elle ressemble à quelqu'un qui a traversé quelque chose de réel et qui en est sorti avec une clarté qu'il n'aurait pas pu acquérir autrement. Une clarté sur ce qu'il accepte, sur ce qu'il ne traverse plus par peur de perdre, sur la différence entre une connexion qui nourrit et une dynamique qui consomme, sur le fait que certaines personnes ne peuvent offrir que ce que leur propre évolution leur permet d'offrir, et que cette limite ne te définit pas. Tu n'as pas gagné parce que tu as gardé le silence. Tu as gagné parce que tu as changé à l'intérieur du silence. Et cette distinction est tout, parce que le silence seul, utilisé comme arme, comme stratégie, comme punition déguisée en détachement, ne transforme rien en profondeur. Il crée juste une nouvelle forme de dépendance à la réaction de l'autre. Il attend encore. Il espère encore. Il reste dans l'orbite, juste avec moins de bruit. Le silence qui libère est différent. Il n'attend pas de témoin. Il n'espère pas être reconnu. Il n'a pas besoin que l'autre comprenne ce qui s'est passé en toi pour que ce qui s'est passé en toi soit réel. Certaines personnes comprennent ce qu'elles ont perdu trop tard, quand la porte qu'elles pensaient pouvoir ouvrir à volonté ne s'ouvre plus de la même façon, quand la personne qu'elles croyaient connaître dans ses réactions est devenue quelqu'un qu'elles ne savent plus prévoir. Mais ta paix ne peut pas attendre leur prise de conscience. Elle n'a jamais eu vocation à être une réponse à ce qu'ils ont fait.
Elle est la conséquence naturelle de ce que tu as choisi de construire dans les espaces que leur absence a laissés ouverts, sans public, sans validation externe, sans attendre que quelqu'un confirme que ce que tu devenais valait la peine d'être devenu. Et quand tu trouves enfin la paix à l'intérieur de ton propre silence, pas comme concept, pas comme objectif, mais comme expérience quotidienne et concrète, le cycle se termine tout seul. Pas avec fracas, pas avec un moment de clôture symbolique, avec un matin ordinaire, un livre ouvert, une porte sans verrou, et personne que tu attendes de l'autre côté. Tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Tu as compris la dynamique, tu as reconnu le schéma, mais comprendre ne change pas le comportement. La structure change le comportement. La prochaine fois que ce signal arrive, tu vas avoir besoin de quelque chose de concret à appliquer, pas d'un concept à méditer. L'e-book digital. Le pouvoir de ne pas réagir te donne cette structure, ce n'est pas de la théorie. C'est une méthode pratique et applicable pour le moment exact où ta réactivité reprend le dessus sur ta lucidité. Il est dans le commentaire fixé, actuellement à moins 37%. Offre limitée,